Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, André Berkov est en face-à-face avec Cécile Guilbert, qui est essayiste, romancière, journaliste et critique, et auteur de ce livre, Roue libre, aux éditions Flammarion. Alors Cécile Guilbert, moi je vais vous dire, je dis toujours aux éditeurs de Sud Radio, d'ailleurs je radote là-dessus, j'ai dit quand vous avez fini d'écouter mon émission en particulier et Sud Radio en général, vous allez lire des livres. Voilà, c'est l'important, l'essentiel, le fondamental, il est là, c'est très bien. Après, on peut se regarder Netflix quand on veut, on peut faire ce qu'on veut, mais l'essentiel, allons à l'essentiel, au tréfonds des choses, c'est là. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans votre livre, entre autres, ce qui sont des chroniques qui est paru dans La Croix, dans le quotidien La Croix, pendant 2 ans, et vous avez fait aussi d'autres recueils avant, en reprenant les situationnistes, jouir sans temps mort et vivre sans entrave, mais vous avez mis sans temps mort et sans entrave. Vous parlez justement de beaucoup d'auteurs, et ce qui est intéressant, je le dire, et c'est pour ça que je recommande ce livre, c'est qu'après avoir lu le livre de Cécile Guilbert, eh ben vous allez lire les auteurs dont elle parle, les auteurs qu'elle célèbre, pas, et c'est là où il faut, vous savez, ça procède comme ça, par palier, hein. Un clic renvoie à un autre, et là, une lecture renvoie à une autre, et c'est toujours très bon. Mais Cécile Guilbert, vous l'avez intitulé votre livre Roue libre. Pourquoi vous trouvez qu'on n'est plus en roue libre du tout en ce moment ? Roue libre, ça a 2 sens. Ça peut être en plein délire et en roue libre, et puis en roue libre parce qu'on est attaché à la liberté et à un certain nombre de libertés. Donc évidemment, c'est dans ce sens-là, et ça fait écho d'ailleurs à Sans entrave et Sans temps mort, qui étaient 2 volumes que j'avais publiés de mes textes sur la littérature. Donc en fait, c'est une sorte de, comme dirait Soler, c'est une passion fixe, quoi, la liberté. Voilà pourquoi ça s'appelle Roue libre. Et aussi, c'est Roue libre parce que je remercie La Croix de m'avoir laissé pendant 2 ans m'exprimer sur tous les sujets sans quasiment aucune censure. Et sur les sujets les plus... pas que je pense qu'il faille commenter constamment l'actualité ou prendre le rôle de l'éditorialiste. Au contraire, c'est une subjectivité qui, avec ses marottes et ses dadas, s'exprime parfois sur un certain nombre de sujets brûlants, et parfois des dégagements, comme vous dites, sur des livres ou des expos ou des choses qui ont été... délaissés, hein, en fait, délaissés, parce qu'il y a toujours on parle des choses qui sont mainstream, alors tous les livres dont tout le monde parle et tout, mais moi ce qui me frappe toujours, c'est qu'il y a d'excellents livres dont personne ne parle. C'est vrai. Comme il y a d'excellents écrivains dont personne ne parle, voilà. etc., etc. Mais alors justement, on en parlait aujourd'hui, on voit les sujets. Est-ce que quand même, et juste avant qu'on ne prenne l'antenne, on en parlait, est-ce qu'il n'y a pas quand même une sacrée régression en ce moment des libertés ? Oui, il y a une régression de liberté, mais qui tient au paradoxe de l'individualisme contemporain. C'est-à-dire que tout le monde a la parole, tout le monde est un émetteur de contenu, et tout le monde, finalement, peut s'exprimer dans cette espèce comme ça de brouhaha général. Et en même temps, tout ça ne provoque évidemment pas de la confrontation, du débat, de la nuance ou de la modération, mais tout le contraire, c'est-à-dire des hordes de gens qui sont en fait dans des niches d'algorithmes grâce aux réseaux sociaux ou par les processus d'intelligence artificielle qui régissent les médias et les contenus médiatiques. Et donc en fait on a une gigantesque intolérance, c'est vraiment la colère des imbéciles emplit le monde, comme disait Bernanos. Et cette médiocrité qui finalement, à force de simplification, de tyrannie, d'intolérance, je trouve, est devenue complètement irrespirable. Et alors, si il y avait un plaidoyer à faire, c'est que moi, je pense, si vous voulez, qu'à la différence de ce qu'on peut parfois entendre, c'est-à-dire que l'équilibre, la nuance, la capacité de discriminer dans les arguments, etc., n'appartient pas du tout aux tièdes ou aux mous, ça appartient aux gens d'honneur qui ont une forme de probité intellectuelle. Et j'ai essayé de faire quelque chose dans ces chroniques, si vous voulez, c'est que je m'engage franco sur toute une série de sujets qui peuvent fâcher, mais toujours en essayant, j'espère, je crois, humblement, de garder un sens de la mesure, une rationalité, et pas se mettre à délirer, et surtout pas à invectiver les autres. Oui, mais justement là vous parliez des réseaux sociaux et des hordes, etc. Mais vous savez très bien aussi qu'avant, parce que l'autre tentation qui me paraît aussi toxique, c'est de dire oui, il y a certaines gens qui peuvent parler, et puis les autres n'ont pas le droit de parler, parce que ce sont un peu la valtaille ou le peuple. Je m'explique. Vous savez très bien qu'avant les réseaux sociaux, vous aviez aussi dans les journaux, dans les tribunes, même dans les revues, vous aviez les clans, on parlait de tel, on parlait pas de tel. Ça a
toujours existé, et vous avez toujours une espèce de conformisme qu'il y avait, que ce soit à Saint-Germain-des-Prés ou ailleurs, entre gens qui avaient leur petit clan, leur petite famille, et on s'invectivait aussi bravement qu'aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, on entend plus. Mais... Oui, mais si vous voulez, il y a une différence majeure, c'est que effectivement, il y avait des clans idéologiques et qui confisquaient d'une certaine façon peut-être le débat, et le peuple n'avait pas la parole, quoique le peuple puisse toujours être éclairé en se formant lui-même une opinion par confrontation d'idées. Et comme disait Hegel, la lecture du journal quotidien est la prière de l'homme moderne. S'il a voulu aussi abandonner cette capacité de penser, bon, bah, c'est sa responsabilité. Mais ce que je trouve aujourd'hui, c'est qu'avec les réseaux sociaux, si vous voulez, la capacité de nuisance est infiniment supérieure. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment ruiner la réputation de quelqu'un, ruiner sa vie, par des procédures qui sont tellement puissantes et tellement massives que c'était évidemment pas le cas avant. Donc si vous voulez que un certain nombre de choses perdurent à travers le temps, il faut quand même voir que ce glissement quantitatif de la masse de gens impliqués produit qualitativement des effets qui sont sans commune mesure avec ce que ça sera produisait dans le passé. Quand vous pouvez lyncher médiatiquement quelqu'un ou faire comme j'ai lu là, les hyènes en jupon au Canada qui se mettent à dénoncer un certain nombre d'agissements et qui donnent juste le nom, la ville et la profession de quelqu'un et hop, on vous balance ça, bon... Là, on arrive à la dénonciation, mais on pourrait en parler très très fortement de ça. Mais en même temps, regardez, par exemple, j'en parlais un peu avant l'émission, quand on arrive à entendre d'un côté et de l'autre, par exemple, des Alice Coffin ou des Apollinaire Manche qui disent il faut se débarrasser des hommes, ça suffit, on n'en peut plus, etc. Quand vous arrivez, d'ailleurs, vous en parlez dans votre livre, pas d'Alice Coffin, de Apollinaire Manche, mais vous parlez effectivement de l'éthiquement et du politiquement correct et des gens qui se prennent à la gorge. Et là, c'est dans l'édition, hein, c'est même pas dans les journaux, c'est dans l'édition. Et ça commence à prendre. Et c'est terrible parce qu'on a l'impression vraiment que ça exacerbe encore plus qu'avant cette espèce de marketing, je dirais, de segmentation vraiment et clanique. Ça a renforcé énormément. Oui, tout à fait. Ça crée des sortes de petites tribus, de groupes, de petites communautés qui s'invectivent, mais ça ne fait pas progresser les choses. Et si on parle à 3 secondes du féminisme, si vous voulez, c'est que j'entends bien les arguments des féministes qui disent que finalement il y a toujours eu des dommages collatéraux et que finalement on ne fait pas d'omelette sans casser deux, ce qui était déjà l'argument des révolutionnaires, et que c'est inhérent à l'histoire du mouvement. Et c'est vrai, je me suis penché là-dessus, et c'est vrai qu'il y a eu des abus dans le passé, mais simplement c'est sans commune mesure. Encore une fois, je reviens sur cet argument, c'est que quand vous aviez des manifestations violentes de suffragettes et des dommages collatéraux, vous aviez mais si vous voulez le spectre et la possibilité de démultiplier tout par les réseaux sociaux et par cette caisse de résonance formidable, en fait, les dommages sont beaucoup plus graves. C'est-à-dire que c'est pas vrai de dire que c'est comme le passé, il a fallu toujours des excès pour faire avancer la cause. Mais c'est que la façon dont on fait avancer la cause est complètement, si vous voulez, détruit tout, en fait. Vous êtes près du micro, pardon. Détruit tout. Détruit tout, j'adore détruit tout. Mais dites-moi, en plus, alors ce que j'aime beaucoup, alors pour revenir à votre livre, mais tout est lié effectivement. J'aime bien, par exemple, vous parlez de Mademoiselle Jonquière, qui est un livre, qui est un film magnifique d'Emmanuel Mouret, et vous vous intéressez effectivement aux gens qui sont non pas en marge, mais par exemple, vous parlez du libertinage, vous parlez d'un certain nombre de peintres, vous parlez du livre de Marc Weizmann, effectivement sur un. Vous parlez de plutôt quand même, vous êtes dans le, je dirais, hors norme, au vrai sens du terme. Écoutez, c'est vous qui le dites. Je trouve que le film d'Emmanuel Mouret, après tout, c'était un film grand public que tout le monde pouvait aller voir. Bon, c'est vrai que le livre de Weizmann sur l'antisémitisme, À temps pour haïr, était un livre assez complexe et je comprends qu'il n'ait pas peut-être attirer les foules, mais oui, moi, ça m'intéresse cette histoire de libertinage parce qu'en fait, on se fait donner des leçons on se fait donner des leçons par les féministes américaines qui visiblement n'ont jamais compris que le libertinage n'était pas l'échangisme ou les bunga bunga de Berlusconi ou la débauche, si vous voulez, mais qui était un moment très particulier de l'histoire française qui avait donné lieu à effectivement toute une littérature et un moment historique très particulier entre la Régence et disons la fin de la monarchie, où il y avait quand même une espèce de connivence égalitaire et joueuse entre les hommes et les femmes, du haut en bas de l'échelle sociale, je le dis, parce que sinon on me dit toujours ah oui, mais tout ça c'était réservé aux aristocrates et le peuple. Non, pas du tout. Non, pas vrai. Toute cette littérature écrite par des hommes mais qui met dans la bouche de femmes, et c'est ça l'intéressant, cette dimension joueuse, ces hiatus entre la parole, et c'est une période où les capacités de verbalisation humaine étaient très fortes. Et je pense
que aussi un des grands malheurs de notre temps, et qui explique beaucoup de choses sur tous les sujets culturels, politiques, idéologiques, c'est l'effondrement des capacités de verbalisation de l'être humain. C'est l'abrasement de la langue, son appauvrissement, sa simplification, sa contamination par toute une série de saloperies de vocabulaire aussi importé des États-Unis. Enfin bon, il y a beaucoup de choses à dire sur la langue et c'est pour ça que mon livre commence par une défense et une défense de la langue. De la langue française qui a été, je le rappelle, normée certes par des grammairiens hommes, parce que ça sera sur toutes ces histoires d'écriture genrée, que le masculin l'emporte, etc. Et inclusif. Mais qui était une langue qui a été normée politiquement aussi pour être une belle langue claire, logique, du haut en bas de l'échelle sociale, pour être comprise par les pauvres, les riches, les paysans, les aristos, et pour vraiment, depuis l'Ancien Régime jusqu'à la République qui reprend cet héritage, faire un. Car, comme disait De Gaulle, quiconque écrit bien et parle bien le français sert la France. Et ça c'est extrêmement exact, et non seulement exact, c'est qu'on voit très très bien l'effondrement commence par l'effondrement du langage, et commence par l'entropie des mots, c'est-à-dire il y a 40 mots qui restent utilisés par un certain nombre de gens, et ça c'est très grave, c'est vrai, et d'ailleurs c'est vrai que vous commencez comme ça. Vous diriez qu'effectivement, qui manque de langue, juste de langage, ne peut pas, enfin, manque de liberté, ne peut pas... Complètement, puisque le langage est ce qui permet d'exprimer, si vous voulez, toute la gamme des émotions, évidemment, des réflexions, mais aussi de leurs nuances et de la façon dont on contrebalance les choses, et donc on ne peut pas s'exprimer de façon simpliste et massive, et surtout quand on a peu de vocabulaire, et alors que la langue française est une langue très riche. Et ce que je dis n'est pas élitiste, parce que justement c'est une des missions de l'éducation, c'est la mission centrale de l'éducation, d'apprendre la langue et de former les jeunes publics à sa richesse, à sa beauté, parce qu'elle a aussi une vocation esthétique. Je suis très attaché, si vous voulez, à l'esthétique des choses, qui est aussi une façon politique d'être au monde. Et la langue française, quand elle est bousillée par le globish English, par les acronymes, par la technocratie, par la langue de bois, par les euphémismes constants, et c'est une frilosité de pensée, c'est un aplatissement de tout. Par le wesh aussi. Oui, et je crois même que les débats, j'ose écrire ça, que les débats autour du consentement et de la fameuse zone grise dans ce qu'on appelle la culture du viol ou les violences faites aux femmes, cette histoire de consentement, à mon avis, n'est pas étrangère aussi à une sorte d'aphasie du langage. Et oui, c'est pour ça que j'aimais bien ce film de Mademoiselle Jonquière, parce qu'il y a tout un jeu sur l'être et le paraître, ce qu'on dit, ce qu'on laisse penser, voilà. Vive le XVIIIe siècle et vive la belle langue, effectivement, de ce pays, de notre pays. On se retrouve après les informations. À tout de suite. Et n'oubliez pas que vous pouvez prendre la parole à partir de 13h. Un seul numéro, 0826 300 300. Vous pouvez revenir sur tous les sujets qu'on a abordés, les mesures pour les zones d'alerte maximale. Est-ce qu'il y a une perte de bon sens, comme l'a souligné Martine Vonner? Est-ce qu'il y a une perte de bon sens pour une certaine tranche de féminisme? C'est une autre question qu'on se pose. Et puis on parle de liberté de pensée, de beauté de la langue, avec notre invité qui reste avec nous, Cécile Guilbert. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et n'oubliez jamais que la liberté ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Clémence? Eh bien voilà, Patrick justement use de sa liberté, il compose le 0826 300 300. Patrick vient du Puy-de-Dôme. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour Patrick. Bonjour monsieur Berkov. Bonjour. Bonjour à madame Cécile Guilbert. Bonjour. Déjà votre dernière phrase là, elle est pas mal. Liberté, faut pas que la liberté s'use, sinon elle se perd effectivement. Et vous parliez tout à l'heure de la liberté de penser dans votre discours, oui. madame ou monsieur Berkov. Et en fait, c'est vrai qu'on a cette liberté de penser, mais le problème, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, pas sur Sud Radio évidemment, mais le problème c'est la liberté de dire dans les médias que le citoyen n'a plus. Tout à l'heure, je suis tombé sur une chaîne concurrente avec des journalistes qui sont pas vos concurrents, mais bon, qui sont un peu différents de vous quand même. Mais c'est incroyable cette façon qu'ils ont de parler des gens quand ils sont pas là, de les casser, de les insulter, voire. Et les gens sont pas là pour se défendre. C'est quand même incroyable. Alors où est cette liberté de dire des gens qu'on critique et qu'on met de côté? Juste sans parler de la radio, il parlait de qui par exemple quand vous dites il parlait de gens, il les insultait, ils n'étaient pas là par exemple? Il parlait de cette écrivaine là qu'il faut éviter là. Qui, Alice Coffin?
Oui, voilà, que Alice Coffin, moi j'éviterais personnellement parce qu'elle fait peur. Mais pourquoi ils l'ont pas invitée plutôt que de la casser, de la briser, de l'acheter comme une vieille éponge. Elle a le droit aussi de parler, de s'exprimer, de se Bien sûr, défendre. elle le fait. Hein. Elle est quand même. Oui, j'imagine qu'elle le fasse. Oui, attends, mais en tout cas là, ils étaient 4-5 bonhommes là, elle a cassé, c'est lamentable quoi. Je trouve qu'il y a pas mal de lâcheté, autant qu'il y a de la bêtise chez cette dame qui insulte bêtement les hommes, qui sont que de pauvres hommes. Mais quand même quoi, faut pas lyncher les gens quand ils sont pas là quoi. Bonne question, Cécile Guilbert. Vous pensez que il faut insulter les gens que quand ils sont là, par exemple dans les médias ou ailleurs? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je pense que la question n'est pas qu'on soit là ou pas là pour se défendre. La question, c'est qu'il ne faut pas insulter. Ah oui. Vous êtes contre l'insulte? Oui, je suis contre l'insulte. C'est-à-dire, je pense que l'insulte est une faiblesse. Et la preuve d'une faiblesse, si vous voulez, comme la démesure est un confort toujours. Donc, si vous voulez, si déjà on commençait par s'insulter, ne pas s'insulter serait un gros progrès. Il faut pouvoir, je le dis encore, discriminer, présenter des arguments. Je ne pense pas que la modération soit une faiblesse. Je ne pense pas que la nuance soit une faiblesse. Au contraire, ça me semble le plus grand des courages aujourd'hui. Et là, je rejoindrai un peu Camus, parce que effectivement, le pluralisme est au cœur de notre civilisation, et l'insulte ne mène à rien. Qu'est-ce que vous voulez? Que vous insultez quelqu'un, vous lui clouez le bec, il va répliquer par une insulte. Bon, après, ça fait des dictionnaires d'insultes qui sont très amusants, mais ça ne résout pas le problème. Non, voilà. Donc il vaut mieux ne pas s'insulter, et à ce moment-là, les gens peuvent ne pas être sur les plateaux, mais il faut faire preuve de probité intellectuelle et présenter leurs arguments avec bonne foi. Et il faut qu'effectivement la contradiction est celle de la terre, et on n'est pas tous d'accord les uns avec les autres. Mais il faut que ces arguments puissent se déployer. C'est peut-être une utopie de nos jours. J'ai l'air de dire ça. Ça a l'air d'être un peu bisounours. C'est pas du tout bisounours. Je suis le contraire d'un bisounours, mais voilà, l'insulte ne règle rien. C'est une faiblesse. On Clémence. donne la parole à Dominique qui nous appelle de Provence. Bonjour Dominique. Oui, bonjour. Oui, bonjour Madame Guilbert, bonjour André, monsieur. bonjour à tous les auditeurs. Écoutez, heureusement je vous appelle de Provence où il y règne un air de douceur dans ce monde de brut. Bien, bravo. Et je voudrais intervenir sur, bien sûr, les propos d'Alice Coffin, la caisse de résonance dont parlait de votre invité à juste titre, que sont les réseaux sociaux et les nouveaux médias, qui aujourd'hui donnent une place et inscrivent, on va dire, les paroles de certains durablement. Et moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec mes enfants en tant que père. J'ai discuté avec mes enfants parce que j'ai été profondément choqué, heurté, dégoûté des propos de Madame Coffin. Et j'ai voulu interroger mes enfants sur ce qu'elle a dit, donc je leur ai fait écouter. Donc ma fille a 25 ans et mon fils en a 15. Ils sont très, dans cette nouvelle mouvance d'un nouveau monde, d'un monde plus responsable, d'un monde plus écologiste. Et ils ont été aussi écœuré que moi, aussi perturbé que moi, parce que j'avais été insulté en tant que père qui les a élevés, père aimant, père qui s'est occupé d'eux, et d'entendre une femme dire que j'étais un potentiel pédophile, un potentiel maltraitant, un potentiel violeur et pédophile, puisqu'elle dit, elle conclut aussi en disant que c'était aussi une manière de protéger ses enfants des mêmes errements que produisent les hommes, et notamment les maris et les pères de famille. Ils ont été profondément dégoûtés, et là ils se sont interrogés sur le phénomène de représentation. Est-ce que cette femme représente aujourd'hui cette jeunesse qui ne se reconnaît pas dans ses propos? Parce que eux ont eu un père qui les a aimés. Effectivement, tous les pères ne sont pas aimants, tous les pères ne sont pas respectueux, tous les pères ne sont pas... Je n'ai pas forcément la meilleure des images. Mais je suis comme je suis, et j'essaye d'être le meilleur père possible avec mes moyens, et chacun essaye de faire ce qu'il peut dans le monde qui l'entoure. Mais ils ont été profondément choqués, et aujourd'hui, ils en étaient à me dire, mais ces gens-là ne nous représentant pas, est-ce que nous ne ferions pas mieux de nous choisir d'autres représentants, une autre mouvance écologiste qui nous représentera mieux, qui sera peut-être plus humaniste, plus transversale, parce que je rappelle que l'écologie ayant été confisquée à gauche, elle rend forcément tous les gens de droite non écologistes, donc l'écologie ne fonctionnera jamais de cette manière puisqu'elle marche sur une jambe. Et moi, je suis un féru d'histoire, et j'ai envie de dire à Madame Coffin, attention Madame Coffin, à force de nier le passé, vous n'ensemencez pas le présent, vous ne cultivez pas le présent pour ensemencer
l'avenir. Vous êtes en train de faire tabula rasa On connaît de ça. toutes nos valeurs, et c'est terrible. Une société, aujourd'hui, doit s'appuyer sur son passé, analyser le présent, son évolution, pour ensemencer l'avenir. Qui ne connaît pas le passé se condamne à le rééditer. À le revivre, Exactement. absolument. Et c'est épouvantable ce qu'elle vient de dire, et oui. je ne comprends pas les écologistes. Mais écoutez, je crois, juste un mot, je crois que vos enfants ont eu une réaction très saine, et de toute façon, c'est ce qu'ils disent. Vous savez, l'écologie, il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'écologie, c'est devenu l'auberge espagnole du fantasme, l'écologie politique ou l'écologie punitive. Juste un mot, moi je crois qu'effectivement, ils ont eux à se chercher des représentants, et ils ont eux à le créer, et peut-être à le devenir. Cécile Guilbert, qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, je trouve rassérénant de savoir que les jeunes enfants ou adolescents de ce monsieur ne se reconnaissent pas là-dedans, parce que souvent j'ai effectivement l'impression qu'il y a un vrai creusement entre les générations, notamment sur la question du féminisme, puisqu'on voit bien que les féminismes, disons, de quinquagénaires, sexagénaires, etc., sont des universalistes dans la lignée de Beauvoir, alors que les néo-féministes, qui sont des jeunes femmes, sont beaucoup plus enragées, beaucoup plus vindicatives et beaucoup plus clivantes. Alice Coffin n'est pas adolescente. Alors bon, Alice Coffin, effectivement, elle n'est pas adolescente, donc je trouve déjà que c'est rassérénant. Bon, effectivement, c'est comment dire, il faut se trouver d'autres représentants, ça c'est sûr, et parce que ça, on croyait en avoir fini avec le totalitarisme politique. Il existe toujours dans certains États, mais ça, c'est du vrai totalitarisme, ce fantasme de la pureté, la tabula rasa, etc. Donc c'est très dangereux. Vous continuez à nous appeler au 0826 300 300. Vous pouvez réagir sur tous les sujets. On parle de liberté d'expression, de bon sens et des zones d'alerte maximale. Elle est là tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et toujours avec Cécile Guilbert, Roue libre chez Flammarion, un recueil effectivement de chroniques pour le journal La Croix. Mais au-delà de ça, Cécile Guilbert, je voudrais qu'on parle un peu justement, on a parlé de liberté, et j'ai remarqué que vous avez avec l'intelligence artificielle des relations un peu difficiles. Vous vous saluez, vous ne vous parlez pas. Enfin, non, je parodie Voltaire et Dieu, mais en fait, vous pensez qu'il y a là-dedans quelque chose qui enrégimente encore plus, qui chosifie, qui encore plus les gens, les êtres? Alors, il est vrai que j'ai consacré deux chroniques à l'histoire de l'intelligence artificielle, mais en fait, moi, je suis très, très critique sur l'intelligence artificielle appliquée à l'art, si vous voulez. Je pense que l'intelligence artificielle et l'art, c'est vraiment une opposition qui n'a rien à voir. C'est-à-dire, je ne suis pas contre l'intelligence artificielle, qui en fait, qu'est-ce qu'on entend par... Je crois que intelligence artificielle crée beaucoup de confusion, parce que c'est le mot intelligence, si vous voulez. On imagine que intelligence, une machine va pouvoir prendre le contrôle. Comme elles sont programmées par des humains, bon, il y a assez peu de chances qu'elles prennent le contrôle sur les humains. L'intelligence artificielle, qui est une capacité de pouvoir traiter un maximum de données avec beaucoup de puissance, des algorithmes, etc., est fantastique dans toute une série de domaines, qui soient la gestion des stocks dans l'industrie, des techniques d'analyse médicale. Enfin, si vous voulez, il y a toute une série. Bon, je suis pas sûr qu'il faille tout automatiser, qu'on ait absolument besoin d'avoir des voitures autonomes, des trucs comme ça. Ça, j'en suis pas sûr. Honnêtement, je pense pas que l'humanité ait envie, que les gens aient envie d'aller toujours plus loin, si vous voulez, dans le... Et de parler qu'à des robots. Voilà, dans la désincarnation, parce que le robot, ça vient de robota, qui veut dire corvée, besogne. Bon, si on disait robotisation plutôt qu'intelligence artificielle, on y verrait plus clair. Donc la robotisation à tout crin, ça me semble pas nécessaire. La robotisation d'un certain nombre de procédures dans le domaine, si vous voulez, de la production, de la gestion, de l'anticipation de stock, etc., me semble une très bonne chose, ou même de l'analyse médicale, de l'imagerie médicale, etc. Là où je suis vent debout, si vous voulez, contre la robotisation, c'est dans le domaine de l'art, parce qu'il existe des choses. Donnez-nous des exemples. Alors, il existe... Bon, d'abord, on a eu une exposition il y a 1 an ou 2, absolument rigolote, mais au sens dérision. Quand je dis rigolote, c'est que j'étais plutôt sarcastique, qui s'appelait Art et Robot. Art et Robot, parce qu'effectivement, il existe des artistes, des manipulateurs de procédures robotiques qui ont essayé de créer de l'art par des procédures robotiques. Bon, là, si vous voulez, je veux bien qu'on appelle ça de l'art, mais là, on n'est plus dans ce que moi j'appelle de l'art. C'est comme un certain art contemporain. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont fait, par exemple? Vous parlez dans votre livre, ils ont pris, je ne sais pas combien, 400 œuvres et qu'ils les ont collées ensemble. Ça, c'est autre chose. Alors, ça, c'est autre chose. Si vous voulez, il y a une start-up de jeunes trentenaires qui a mis au point un portrait
en moulinant dans une base informatique, si vous voulez, tous les plus grands portraits de la peinture occidentale. Alors ça va du Titien en passant par Bronzino, vous voyez, tous les grands portraitistes de la Renaissance et autres, ils ont tout mouliné dans une boîte informatique et ils ont sorti un portrait qu'ils ont vendu très 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 cher et qui s'appelait le portrait de Bellamy. Et alors honnêtement, quand vous voyez ce qui était sorti de là, je voudrais pas faire du populisme de base, mais si vous voulez, c'était absolument indigent, c'était ridicule. Et ce qui était ridicule, c'était surtout les médias qui se sont emparés de cette affaire. Déjà, les gens qui ont payé pour acheter ce truc des centaines de milliers d'euros, et puis surtout sur une création. Si vous voulez, il n'y a pas d'art quand il n'y a pas la main de l'homme. Il faut quand même se mettre ça dans le crâne. C'est-à-dire que l'art, c'est la vibration d'une sensibilité singulière à travers une main et un œil, et donc un cerveau. Tout le reste, c'est autre chose. Ça peut avoir son intérêt, mais ce n'est pas de l'art. Et je crois que les gens en ont ras-le-bol de se faire prendre pour des idiots avec des choses aussi ridicules. Je vous donne un autre exemple d'intelligence artificielle appliquée à l'art. Allez-y. Une caméra embarquée sur un véhicule qui a repris toute une route qu'avait prise Kerouac aux États-Unis, avec pareil Jack Kerouac, après, voilà, des capteurs qui enregistraient des choses. Et on croyait avec ça qu'on allait faire un grand morceau de littérature et qui sera enfin le grand roman américain. Bon, vous voyez, tout ça est débile. Je me demande même pourquoi j'ai passé tant de temps à chroniquer des choses aussi insignifiantes. Mais c'est que ça donne un exemple de la bêtise à front de bœuf, qui est celle de cette époque. Oui, et ce qui est extraordinaire, c'est vrai, et c'est du réductionnisme. On réduit. On croit qu'en faisant justement des images, mais vous savez, c'est le côté implant. Oui, puis on croit que l'art, si vous voulez, c'est être fun, c'est être flashy, c'est être des gros jouets, etc. Mais c'est ridicule. Je pense que ce mot d'intelligence est dévoyé dans le terme d'intelligence artificielle. Je pense que le mot d'art est dévoyé dans le sens d'un certain art contemporain. Pas tous, parce que je n'ai pas la bêtise de confondre l'art contemporain avec l'art des artistes vivants aujourd'hui qui continuent sur des médiums. Je dis pas qu'il faut utiliser que des médiums, des beaux-arts, la sculpture, la peinture. Si vous voulez, on peut faire aussi des choses avec des images et des images animées. Je veux dire, c'est toujours une question de sensibilité. Non, mais c'est la création. Donc voilà, la création. Et la main de l'homme. Et ça, effectivement, c'est en cours de disparition parce qu'en fait, les artistes deviennent eux-mêmes. C'est pour ça que je suis pour l'art, mais contre la culture, au sens ce rouleau compresseur culturel qui voudrait aussi que les artistes soient des agitateurs politiques. L'art n'a pas de mission, idéologique. L'art, alors bien sûr qu'on voit constamment de l'art qui prend des messages politiques et qui voudrait nous faire la morale sur le multiculturalisme, les minorités, etc. Mais l'artiste n'a pas de mission, au contraire. Le sens de l'art, c'est de ne pas avoir de mission sociale. L'art n'est pas social. Il n'a pas de mission, s'il apporte quelque chose de civilisateur. Bien sûr, non, mais il n'est pas là pour transmettre un message politique d'abord. Mais on voit ça de plus en plus, on le voit dans la littérature, où il faut reprendre les problématiques d'époque, mais autant, on lit déjà la presse, ça suffit, si on n'a pas besoin d'un art, en plus qui vous fait la leçon sur toute une série de causes. Mais alors... Et vous parlez aussi, et ça me rappelle, c'est la dissection de Barthes, que j'adore, de Roland Barthes, entre écrivain et écrivain. Parce que c'est encore... Oui, ça c'est encore autre chose, si vous voulez, mais ce que je ne voudrais pas, c'est que mes propos soient pris, si vous voulez, de façon élitiste, parce que moi je crois au meilleur pour tous, vous voyez ? Il n'y a pas... dans cette hiérarchie, ceux qui savent, qui sont bons, qui sont dans l'excellence, et puis les autres, si vous voulez, il faut que l'excellence soit pour tous. C'est pour ça, quand je parlais de l'enseignement du français, moi je suis aussi pour l'enseignement de l'art à l'école, si vous voulez. Je pense que c'est une grave lacune depuis toujours. Je sais qu'il y a des ministres de l'éducation nationale qui se sont un peu battus, mais visiblement pas assez. C'est que il est impératif qu'on apprenne dans les écoles aux jeunes la beauté, l'histoire de l'art, et qui puissent aller de façon après intéressante dans les musées. Parce qu'évidemment, si vous leur avez jamais rien appris et que vous les traînez dans un musée alors qu'il y a de l'art immersif qui leur balance des images et des trucs en XXL avec des régies sonores assourdissantes, ils vont se prendre du spectacle plein la vue, et quand ils seront devant les vraies œuvres, ils seront déçus parce qu'évidemment les œuvres sont sensibles. On ne va pas présenter ça de la même façon, bien sûr. Voilà, donc ça, l'éducation pour tous de l'histoire de l'art, et des arts, parce que pas que l'art occidental,
je suis aussi pour qu'on élargisse, puisqu'il y a aussi des débats sur ce qu'est l'art colonial, etc. Oui. Qui est un vaste effort. Autre chose, ça. Qui est un vaste effort de pédagogie et d'éducation sur l'art et sur ses formes et les significations de ses formes et ses symboles, et qu'on puisse aller dans un musée, comprendre ce qui se passe sur un tableau. Si on n'a aucune éducation religieuse non plus, on comprend rien de ce qui se passe. C'est sûr. Mais Cécile Guilbert, j'ai remarqué une chose, c'est que vous êtes quand même très... vous voyez, même vous, qui êtes un esprit libre, vous dites attention, je ne suis pas élitiste, attention, je ne parle pas que pour une mériterie. Vous voyez, vous êtes vous-même un peu victime de ça. Oui, non, mais je suis victime parce que en fait, j'ai l'habitude d'être accusé de plusieurs choses. D'une part, d'une forme d'arrogance. Bon, ok, mais moi j'assume parce que la modestie est toujours... Bon, tout ça, c'est des bullshit. Deux, je suis accusée d'être une femme bourgeoise quinquagénaire, et c'est ce dont on m'a accusé quand j'ai signé la tribune des femmes, des 100 femmes qu'avait signé Catherine Deneuve, etc. Ouais. Alors que beaucoup de femmes... Pourquoi femme quinquagénaire, c'est un délit ? Non, mais si vous voulez, quand j'ai signé quand j'ai signé avec 100 femmes cette tribune, qui a été improprement qualifiée de tribune pour réclamant le droit d'être importunée par les hommes, alors que c'était pas du tout ça. Le titre de la tribune était « Des femmes libèrent une autre parole » par rapport à MeToo. On a été accusés, nous, Catherine Deneuve la première qui s'est fait rouler dans la boue, mais toutes les autres femmes plus célèbres évidemment ont été toutes accusées d'être des bourgeoises quinquas, sexagénaires. Et donc si vous voulez, il y a tout de suite la position de classe, ces accusations, alors que beaucoup de femmes parmi ces 100 avaient été elles-mêmes victimes de violences sexuelles. Mais si vous voulez, ça n'empêche pas d'être... on n'est pas hémiplégique, si vous voulez, comme disait Raymond Aron. C'est pas parce qu'on pense une chose qu'on est incapable de penser dans l'autre moitié du cerveau. C'est toujours la nuance. Donc c'est pour ça que je me défends, parce que je me défends préventivement, parce que je sais que les gens réagissent comme des chiens de Pavlov, c'est-à-dire que vous lâchez un mot et paf, ils vous sautent dessus en vous prenant à la gorge comme les chiens de Pavlov pour vous dire c'est parce que vous êtes ça. Donc non, je suis pas élitiste, je suis pour l'élite, pour le meilleur pour tous. Vous êtes contre l'assignation à résidence. Oui. C'est ça. Allez, continuez de nous appeler 0826 300 300 et surtout restez avec nous. André Berkoff et notre invité Cécile Guilbert, eux aussi sont avec nous. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et André Berkoff est toujours dans tous ses états avec son invité Cécile Guilbert, qui est auteur de ce livre Roue libre aux éditions Flammarion, un essai pour la liberté. Et puis vous aussi, vous êtes pour la liberté puisque vous avez composé ce numéro, le 0826 300 300. C'est le cas de Jean-Pierre qui nous appelle de Gironde. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour, enchanté encore une fois de vous avoir au téléphone. Et bonjour à votre invité. Je vous appelle pour deux choses. La première, pour la demoiselle écolo lesbienne et nos histoires de masques que le député a parlé tout à l'heure. Oui, Martine Vonner. Voilà. Alors d'abord, pour revenir déjà sur ce que a écrit cette écolo lesbienne. Alice Coffin, oui. Oui, non, mais j'appelle pas ça. Écolo lesbienne, oui, c'est pas mal. Oui. D'ailleurs, ce sera peut-être un parti. Vous savez que les écolos adorent se diviser en partis. On va créer le parti des écolos lesbiennes, mais pourquoi pas. Voilà. Alors, je sais que c'est un peu sarcastique, mais ce que je voulais dire surtout, cette dame, elle a oublié qu'elle vit grâce, je crois, à un homme. Il me semble, d'après ce que j'ai appris en sciences physiques. Ah, vous voulez dire que c'est un homme qui l'a engendré? C'est ça. Éventuellement, oui, parce que d'après ce qu'elle dit, elle ne veut pas, mais bon, je pense que c'est à l'époque, il n'y avait pas encore la PMA et la. Je pense que qu'elle a eu un père. Alors, ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'elle est entourée elle vit dans un appartement, et je pense que c'est plus des hommes qui l'ont construit. Elle vit, elle conduit une voiture, c'est plutôt des hommes qui l'ont construit. Enfin, je pense que tout ce qui l'entoure, c'est des hommes en priorité qui l'ont construit. Pas que les femmes ne savent pas faire, ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, je comprends. Les femmes savent très bien. Vous voulez dire qu'il y a quand même des hommes qui ont contribué à son confort. Voilà. Exactement, voilà. Et donc, j'ai été votre précédent auditeur qui a parlé justement, qui était un père aimant. Et comme j'ai élevé 5 enfants, je pense qu'ils sont tous heureux d'avoir eu un père comme moi. Je ne veux pas me vanter non plus. J'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais, comme tous les pères. Il faut aussi qu'elle n'oublie pas, cette jeune femme, qu'il n'y a pas que des hommes violeurs, il y a des femmes violeuses. Il y a des femmes assassins, il y a des femmes qui tuent, et qui aident à tuer même des hommes avec des hommes, puisqu'il faudrait qu'elle aille voir Madame Fourniret, entre autres. Oui.
Monique Fourniret, oui, non, mais de toute façon, je crois que Monique Olivier, oui, t'as raison. Oui, Monique Olivier, voilà, c'est ça. Oui, enfin, moi, je l'appelle Madame Fourniret parce que son nom de famille. Non, mais vous savez, le problème, c'est qu'il ne faut pas tomber justement dans le travers totalitaire et de Alice Coffin. Tous les hommes sont ceci, tous les hommes sont cela, toutes les femmes sont ceci, toutes les femmes sont cela. Tout ça est grotesque, si vous voulez. Comment on peut généraliser? Comment on peut chosifier un sexe ou un genre ou quoi que ce soit dans une espèce d'appellation comme ça? Mais j'appelle ça des... Et moi, j'appelle ça ce sont des... excusez-moi, des sous-hommes en parlant d'hommes, d'êtres humains. Même des sous-femmes, on peut le dire aussi. Oui, voilà. Oui, mais je généralisais pour l'être humain. Non, je comprends. La deuxième chose, je voulais parler des masques, que le député a bien dit que c'était inutile, bon, puisque dans les pays nordiques, on n'en met pas. Ouais. Mais je voudrais faire un petit rappel, c'est qu'en début de la pandémie, que personne n'avait, que personne ne connaissait, en français, on n'avait pas besoin de masques et on n'en avait pas. Donc, on en a fabriqué, on en a acheté. Ouais. Ces masques-là, puisqu'ils sont arrivés en France, il faut les vendre. Ben oui, bien sûr. Et si vous les vendez pas, ça vous reste sur le dos. Donc vous allez dépenser de l'argent. Et en plus, le plus intelligent de tout ça, c'est notre gouvernement. Ils réfléchissent bien quand même. Si vous ne mettez pas votre masque, vous avez 135 € d'amende. Donc ça fait gagner encore de l'argent à l'État. Ah ben bien sûr. Alors moi je voudrais dire, si M. Macron nous écoutait, ça serait bien. Il me semble que c'est l'État qui a acheté les masques. Il me semble, hein. L'État, sur les deniers de l'État. Oui, et les deniers de l'État, c'est qui? C'est nous. C'est nous, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que c'est sur nos deniers qu'il a acheté des masques et qu'il nous revend, donc on paye 2 fois. Et en plus, si vous ne le mettez pas, vous avez 135 € d'amende. Alors donc j'ai regardé l'autre jour une émission où il parlait, je ne sais plus si c'est 45 000 amendes. Non mais vous avez raison. 6 millions d'euros. Oui, absolument. Sont rentrés. Donc ils sont pas tout à fait perdants. Et dans l'histoire, nous sommes perdants. Alors ils nous mettent la crainte, ils nous mettent la peur. Enfin bon, moi j'ai pas trop peur, je mets presque jamais le masque. Je suis obligé de le mettre quand je rentre chez le buraliste ou dans le magasin parce que je suis dans l'obligation et j'ai pas envie de payer 135 € encore une fois. Vous avez raison. Je paye assez d'amende quand je conduis un peu trop vite. Non, mais ça, beaucoup de choses à dire avec ça. Et vous avez, moi, écoutez, là, je ne peux que vous approuver là-dessus. Je trouve que les masques, il y a eu cette espèce de, vraiment, pendant 3 mois, on disait ça sert à rien. Et après, maintenant, on vous dit si vous n'en portez pas tout le temps, vous êtes vraiment la dernière des dernières ou le dernier des derniers. Mais ça, vous savez, ça s'appelle de la politique. Oui, mais je pense qu'il va falloir faire quelque chose, monsieur Berkov. Je pense que le peuple français a toujours montré qu'il était intelligent et que quand il y avait quelque chose qui n'allait pas au niveau du gouvernement, on savait un peu se soulever. Alors, il faudrait que monsieur Mais il est temps de le prouver, il est temps de prouver qu'il est intelligent, le peuple français, parce qu'en ce moment, je trouve qu'il est plutôt passif, le peuple français. Il est passif, mais je vais vous expliquer, monsieur Berkov, il y a 2 choses. Vous savez comment pacifier le peuple ? Oui, par la peur. Par la peur, mais ainsi. Si vous donnez des aides à quelqu'un qui n'en a pas besoin, enfin qui en aurait besoin, mais vous comprendrez ce que je veux dire. Les assister, j'ai bien compris. Voilà, si vous assistez les gens et que du jour au lendemain vous lui dites attention, si tu lèves le petit doigt, je te coupe les vivres. Et on le peuple, on le bâillonne, on lui fait fermer sa bouche. Bien, alors je vais vous dire, quand vous allez à la télévision, regardez bien les gens, regardez les coups des gens, regardez bien les coups. Si vous avez quelqu'un qui a des rougeurs, c'est qu'il y a un collier. Évidemment, il a enlevé son collier quand il passe à la télévision ou à la radio. Tout à fait. Il a un collier, et puis il y a une laisse. Alors, vous voyez, on lui tire la laisse, alors de temps en temps, on le laisse s'ébattre, et puis de temps en temps, on tire la laisse. Alors là, on se sent tout de suite, vous voyez, ça se passe un peu comme ça. Merci en tout cas. Bien. Merci beaucoup, Allez, au revoir. Merci beaucoup Jean-Pierre. Au retour de Standard, on donne la parole à Jean-Paul qui nous appelle du Var. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour André, bonjour à votre invité. Bonjour Jean-Paul. Voilà, je voudrais dire que je cautionne les propos de l'auditeur précédent et d'autres avant lui. Je voulais évoquer aussi cette Madame Coffin dont on fait beaucoup de publicité, il me semble pour pas grand-chose, à vrai dire. Je trouve ces propos assez lamentables et je pense que la majorité des hommes n'ont pas besoin d'être défendus face à ce qu'elle dit. Oui, et puis on va pas passer la soirée
soirée là-dessus, hein, vous êtes d'accord, Jean-Paul? Tout à fait. Il en est que, comment dirais-je, au-delà de ça, comme disait l'auditeur précédent, je pense que c'est une volonté politique aussi minoritaire, certes, parce que je pense qu'elle s'adresse à un tout petit cercle, mais comment dirais-je, de la France insoumise et qui dirige, qui espère, comment dirais-je, avoir quelques voix supplémentaires par ce genre de discours aussi, tout simplement. C'est un peu un leurre, si vous voulez, parce que je ne suis même pas sûr qu'elle pense ce qu'elle dit, cette dame, parce que, bon, lorsqu'on la regarde, je ne sais pas, elle ne donne pas très envie de la violer, de toute façon, donc si on peut... Voilà, je trouve qu'elle en a une féminin, et je ne suis pas sûr qu'elle ait intéressé beaucoup d'hommes dans sa vie. Voilà ce que je voulais dire. Ok, Jean-Paul, non, mais vous avez raison. Voilà, mais il fallait souligner, moi j'ai tenu à souligner, parce que quand on arrive à ce stade-là, c'est quand même assez triste, quoi. En fait, c'est triste, tout ça. Mais enfin, bon, c'est pas plus grave que ça, et on a raison gardée. Merci en tout cas, Jean-Paul. Merci beaucoup Jean-Paul et merci à Cécile Guilbert, je rappelle essayiste, romancière, journaliste et critique et auteur de ce livre Roue libre aux éditions Flammarion. Cécile Guilbert qui doit nous quitter, mais merci à vous. Vous pouvez retrouver cette interview évidemment sur YouTube et sur podcast sur sudradio.fr.